Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Emmanuel Macron exhorte les maires français à donner aux rues les noms des soldats africains venus combattre dans l'Hexagone. C'était lors de la cérémonie marquant le 75e anniversaire du débarquement allié en Provence durant la Seconde Guerre mondiale. Parce que sans eux, nous ne le serions pas. Ici, aux États-Unis, la traque des sans-papiers se poursuit, notamment au sein des entreprises. 1500 d'entre eux ont été arrêtés l'année dernière. Et au total, 250 000 personnes ont été expulsées en 2018 par l'administration Trump. Et dans notre série consacrée au 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves africains en Amérique, nous mettons le cap ce soir sur le Ghana, où la diaspora africaine fait un retour sur la terre de ses ancêtres. Bonsoir. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce jeudi les chefs d'État guinéens et ivoiriens à Saint-Raphaël à l'occasion de la cérémonie marquant le 75e anniversaire du débarquement allié en Provence lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette opération est le jour J, le moins connu, lancée juste 2 mois après le débarquement en Normandie. Les détails avec Dili Diko. Ça va bien? Aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara et de son homologue guinéen Alpha Condé, Emmanuel Macron a célébré à Saint-Raphaël les vétérans africains, américains ainsi que les combattants de la résistance française qui ont pris part à des débarquements cruciaux mais souvent négligés de la Seconde Guerre mondiale. Le président guinéen a pris la parole pour saluer l'engagement des vétérans et des soldats tombés. Monsieur le Président, permettez-moi de saluer la mémoire de tous les hommes et toutes les femmes venant de partout, de France, d'Angleterre, d'Amérique, de Russie et bien sûr d'Afrique, sans le sacrifice desquels notre humanité ne continuerait pas à se battre pour la paix et à redouter les affres et les erreurs de l'extrémisme et de la guerre. Lors de cette cérémonie marquant le 75e anniversaire de l'opération visant à arracher le sud de la France au contrôle nazi, Emmanuel Macron a, entre autres, exhorté les maires français à donner aux rues les noms des soldats africains venus combattre dans l'Hexagone. Pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Vétérans, anciens combattants, anciens résistants, soldats de la libération, votre engagement suprême est notre héritage. Il nous revient de le préserver, de le transmettre, de le faire fructifier. Contre tous les obscurantismes, contre l'ignorance, contre l'oubli aussi. À partir du 15 août 1944, quelques 350 000 soldats américains et français débarquèrent sur la côte méditerranéenne pour participer à l'opération Dragoon, qui devait coïncider avec le débarquement du jour J en Normandie, mais avait dû être retardé en raison d'un manque de ressources. Les dirigeants militaires et les chefs de file de la contestation au Soudan doivent signer samedi un accord historique ouvrant une période de transition vers un pouvoir civil après des mois de troubles. Cette cérémonie officialisera plusieurs documents, principalement les déclarations constitutionnelles et politiques sur lesquelles se sont mis d'accord le Conseil militaire de transition et les représentants de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation. Obtenu après des difficiles négociations, l'accord a mis fin à des mois de manifestations déclenchées le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain avant de se transformer en contestation du pouvoir du général Omar El-Béchir, destitué et arrêté par l'armée le 11 avril. En Libye, les combats se poursuivaient ce jeudi entre les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui assiège Tripoli depuis le 4 avril,
et les forces du GNA, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU basé dans la capitale. Un gardien a été tué et plusieurs agents de sécurité blessés dans la nuit de mercredi à jeudi par des tirs visant l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de l'agglomération de Tripoli. Une attaque attribuée par le GNA aux forces du maréchal Haftar. Les vols au départ et à l'arrivée dans cet aéroport contrôlé par le GNA ont été de nouveau suspendus, tout comme la semaine dernière à la suite d'une attaque similaire. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, sur le conflit en Libye, les combats aux abords de Tripoli ont fait un peu plus de 1000 morts et au moins 5700 blessés depuis le 4 avril, ainsi que 120 000 déplacés. Ici, aux États-Unis, les raids menés par les services d'immigration ont conduit à l'arrestation de plus de 1500 sans-papiers qui travaillaient dans des usines et autres entreprises l'année dernière. Ils font partie des 250 000 immigrants expulsés en 2018 par l'administration Trump. Chaque année, environ 15 employeurs en moyenne font face à des accusations d'embauche de travailleurs sans papiers, selon les défenseurs des droits à l'immigration et les opposants à des restrictions plus strictes en matière d'immigration. Les perquisitions très médiatisées ne dissuadent pas l'immigration clandestine tant que les employeurs ne sont pas tenus responsables de leurs actes. Brian Paden fait le point dans ce reportage que nous présente Irénée Herman Umbo. Des agents de l'immigration et des douanes américains ont récemment perquisitionné cette usine de traitement de produits agricoles dans l'État du Mississippi. Lors de leur perquisition, ils ont arrêté 680 étrangers sans papier qui travaillaient illégalement dans ces usines. Difficile cependant d'accuser leur employeur d'avoir enfreint les lois fédérales sur l'emploi illégal d'étrangers, car il est peu probable qu'ils savaient auparavant que leurs travailleurs se trouvaient illégalement dans le pays. Les sanctions pour l'embauche des sans-papiers vont de 100 à 10 000 $ et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement pour plusieurs infractions. Selon les groupes anti-immigration, le manque d'application de la loi à l'encontre des propriétaires d'entreprises n'aide pas à combattre l'emploi des sans-papiers. Nous attaquons les membres, nous n'attaquons pas la racine du problème. De nombreuses entreprises utilisent le système E-Verify, un programme du gouvernement qui permet de vérifier le statut juridique des travailleurs. Mais le système ne semble pas parfait car les documents frauduleux ne sont souvent pas contestés, offrant aux employeurs la garantie légale de maintenir leur main-d'œuvre. Ma théorie numéro 1 sur E-Verify est que cela ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle il est populaire, parce que les politiciens peuvent paraître intransigeants en le soutenant, mais ils savent qu'il n'affectera pas l'économie locale. Les groupes de défense des droits des immigrants refusent cependant que les travailleurs sans papier soient traités comme des criminels. Ils souhaitent que l'immigration légale soit élargie pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre aux États-Unis. Selon les opposants à l'immigration, la question d'une pénurie de main-d'œuvre est un prétexte pour certains propriétaires d'entreprises qui ne veulent pas payer un salaire décent à leurs employés, ce qui doit être pénalisé selon Kevin Lean. Cette façon de faire doit changer et pour ce faire, il faut sanctionner sévèrement, des sanctions allant même jusqu'à une peine de prison. Les critiques et les défenseurs de l'immigration estiment que les mesures en place ont été inefficaces, mais il n'y a toujours pas cependant de consensus sur la manière de réformer le système. La décision d'Israël d'interdire l'entrée sur son territoire à 2 élus du Congrès américain qui voulaient se rendre ensuite dans les territoires palestiniens occupés est un acte scandaleux. C'est ce que déclare ce jeudi Hanan Ashrawi, membre du comité exécutif de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. La décision israélienne, dit-elle, d'interdire aux élus du Congrès, Rachida Tlaib et Ilan Omar, de visiter la Palestine est un acte d'hostilité scandaleux contre le peuple américain et ses représentants. Il s'agit d'un précédent dangereux et d'une attaque contre le droit
du peuple palestinien à nouer un dialogue avec le reste du monde, a martelé cette haute responsable palestinienne. 2019 marque le 400e anniversaire de l'arrivée en Amérique des premiers Africains réduits en esclavage. Ils sont arrivés dans la colonie anglaise de Virginie. Au Ghana, cet anniversaire a été surnommé l'année du retour et le pays accueille la diaspora africaine en lui facilitant l'obtention des visas. C'est l'occasion aussi d'organiser de nombreux événements pour faire découvrir leurs racines à ces expatriés. Et Chassaray s'est rendu à Accra pour les rencontrer. Le récit est de Blanche Sano. Je ne sais pas précisément de quelle partie de l'Afrique je suis originaire. J'ai toujours supposé que j'étais ouest-africain. Le Panafest, organisé tous les 2 ans au Ghana, célèbre l'idée du panafricanisme. Mais cette année, le festival prend un nouveau sens car le Ghana accueille des membres de la diaspora africaine dont beaucoup ne savent pas d'où sont venus leurs ancêtres. Pour moi, c'est le voyage de ma vie car je me suis toujours concentré sur le Ghana que je voulais visiter depuis longtemps. C'est formidable de renouer avec la famille, comme vous le voyez, et de rencontrer des gens du monde entier. Son Excellence, le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, a déclaré 2019 l'année du retour de tous les Afro-Américains et de tous les Africains de la diaspora. Quand je considère le panafricanisme, je vois surtout un concept d'unité. Gail Nikwa, qui est venu des États-Unis, dirige l'association afro-américaine du Ghana. Nous faisons tous partie de la race noire. Nous sommes tous africains, n'est-ce pas? Si vous êtes africain aux États-Unis, si vous êtes africain au Brésil, si vous êtes africain dans la Caraïbe, si le taux de mélanine est élevé dans votre peau, vous êtes africain. Nikwa a travaillé avec les Ghanéens et d'autres Américains vivant au Ghana pour organiser une année d'événements commémorant l'unité africaine sur le continent. De nombreux participants déclarent être agréablement surpris par la manière dont Accra a brisé les stéréotypes qu'ils avaient du continent africain. Il y a beaucoup de préjugés et de perceptions que les Afro-Américains et les Noirs d'Amérique ont de l'Afrique. Ils pensent que tout ressemble au Soudan ou à une jungle, alors que ce n'est pas le cas. En plus des événements qui se déroulent dans la capitale du Ghana, une grande partie de l'année du retour implique des visites à Cape Coast pour découvrir le célèbre château qui a servi de point de ravitaillement pendant le commerce transatlantique des esclaves. Sur place, un musée a été érigé pour raconter l'histoire et les conditions des Africains réduits en esclavage avant leur départ définitif du continent. Quand ils viennent, c'est comme un pèlerinage, parce que beaucoup d'entre eux ne viennent ici qu'une fois de leur vie. Donc cet endroit est vraiment important pour eux. Il y a beaucoup d'émotions. Cette sensation de pèlerinage est ressentie par de nombreux visiteurs. C'est incroyable de voir cela se produire à ce stade de l'histoire. Et pour moi, c'est comme le cercle complet des choses qui viennent là où tout a commencé. Je sens un fort sentiment d'appartenance ici. Autrefois au cœur de la traite négrière, le Ghana abrite probablement aujourd'hui la plus grande communauté d'Afro-Américains en Afrique de l'Ouest. La suite demain. Un rassemblement de forces de l'ordre chinoise a été aperçu ce jeudi à quelques kilomètres de la frontière de Hong Kong. La raison de leur présence n'est pas connue, mais Pékin a laissé planer le spectre d'une intervention pour rétablir l'ordre dans l'ex-colonie. La police militaire chargée du maintien de l'ordre dépend de la Commission militaire centrale, un organe dirigé par le président Xi Jinping en personne. Face au risque d'intervention, le président américain a demandé à la Chine d'agir avec humanité envers Hong Kong. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Des morgues qui débordent sous l'afflux des cadavres jamais réclamés, un véritable problème de société en Afrique du Sud. Nous verrons ce qui est entrepris pour permettre aux familles éplorées de faire leur deuil. La rougeole en forte progression dans le monde. Selon un nouveau rapport de l'OMS, le nombre de malades a quasiment triplé depuis le début de l'année comparé à la même période en 2018. Les explications dans notre chronique santé. Et nous vous ferons découvrir l'Enali, une application créée par un jeune Malien qui permet à ceux qui ne savent ni lire ni écrire de commercialiser leurs produits et services à partir de leur portable. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Oumfa. C'est pour parler de la santé. Mohamedou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John, merci. Aujourd'hui, nous parlons de la rougeole qui, selon l'OMS, est en forte progression. Exactement, John. L'agence spécialisée des Nations Unies tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation des cas de rougeole dans le monde. L'OMS a comparé les nouveaux cas de rougeole signalés entre janvier et juillet 2019 avec ceux répertoriés l'année dernière durant la même période. Alors l'OMS constate qu'il y a quasiment 3 fois plus de cas. Je vous propose, John, de voir les principales conclusions de ce rapport dans ce résumé que j'ai préparé pour vous. Entre janvier et juillet 2019, plus de 360 000 cas de rougeole ont été enregistrés dans le monde. C'est quasiment le triple du nombre de cas enregistrés en 2018 pendant la même période. L'an dernier, en effet, plus de 120 000 cas avaient été répertoriés au cours des 6 premiers mois de l'année. D'ailleurs, selon l'OMS, l'ampleur de l'épidémie serait bien plus importante. Seulement 1 cas sur 10 serait rapporté aux autorités compétentes. Quoi qu'il en soit, cette épidémie de rougeole a atteint des proportions historiques. L'OMS note qu'il s'agit des chiffres les plus élevés depuis 2006. Un record aussi aux États-Unis où les autorités ont recensé plus de 1000 cas, le plus grand nombre de cas annuels depuis 25 ans. En Europe, les chiffres ont doublé. L'OMS parle de 90 000 cas depuis janvier, un chiffre qui dépasse largement celui enregistré pour l'ensemble de l'année 2018. Les plus grands nombres de cas ont été enregistrés en République démocratique du Congo, à Madagascar et en Ukraine. Mais à Madagascar, le nombre de cas a considérablement diminué au cours des derniers mois à la suite des campagnes de vaccination d'urgence. D'autres flambées majeures sont en cours dans plusieurs pays, dont l'Angola, le Tchad, le Nigeria et les 2 Soudans. Merci Mohamedou pour cet élément qui nous permet donc d'avoir une vue globale sur la situation. Mais c'est quand même inquiétant parce que c'est une maladie qui n'a toujours pas de traitement spécifique. Oui, John, pas de traitement spécifique, mais il faut préciser 2 choses à ce propos. Il est parfaitement possible de guérir la maladie sans traitement et c'est généralement le cas chez les adultes qui ont un bon système immunitaire. Cependant, les jeunes enfants non vaccinés sont les plus exposés au risque de rougeole et de complications éventuellement mortelles. Alors, d'où l'importance de la vaccination. La maladie, selon les spécialistes, peut être prévenue par 2 doses du vaccin anti-rougeoleux, une vaccination systématique des enfants jusqu'à l'âge de 9 mois associés à des campagnes de vaccination de masse dans les pays où les taux de mortalité sont élevés, sont les stratégies utilisées jusqu'à ce jour pour réduire le nombre de décès de la rougeole dans le monde. Et du coup, on est tenté de se demander pourquoi cette progression alors qu'il y a un vaccin. Oui, John. Eh bien, il faut dire qu'il y a une faible couverture vaccinale qui a été notée dans plusieurs pays. Dans son rapport rendu public le 13 août, l'OMS explique que les épidémies de rougeole surviennent beaucoup plus dans les pays où la couverture vaccinale est faible. Alors, pourquoi la couverture vaccinale est-elle faible? Il y a plusieurs explications, l'une d'elles étant la défiance au vaccin en général et contre celui de la rougeole en particulier. Alors, dans certains pays occidentaux, il y a même des activistes anti-vax
qui organise des campagnes contre le vaccin anti-rougeoleux en se basant sur une étude qui date de 1998, une étude qui fait le lien entre ce vaccin et l'autisme, une étude dont les résultats ont été depuis contestés par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a donc une méfiance vis-à-vis de ce vaccin, mais il y a aussi un relâchement par rapport à la vaccination. Selon l'OMS et l'UNICEF, plus de 20 millions d'enfants n'ont pas été vaccinés en 2018 dans le cadre des vaccinations de routine. Et en outre, 23 pays dans le monde n'auraient toujours pas introduit la seconde dose de vaccin dans leurs programmes nationaux de vaccination. Enfin, il faut ajouter les problèmes structurels qui ne facilitent pas toujours la vaccination dans certains pays pauvres, des problèmes comme l'accès aux populations dans les zones reculées ou dans les zones de conflit, la conservation des vaccins et les défaillances dans le système de santé en général. Toutes choses donc qui ne permettent pas toujours de vacciner les enfants et qui participent à la propagation de la maladie. Merci Mohamedou, c'est un plaisir de toujours t'avoir sur ce plateau. On vous retrouve donc jeudi prochain. Voilà. Quand on ne se vaccine pas, il y a des risques de mourir. Alors allons en Afrique du Sud. Les morgues débordent sous l'afflux des cadavres qui ne sont jamais réclamés. La seule solution, essayer d'identifier les corps pour permettre aux familles éplorées de faire leur deuil. Salwa Jafari. Au cimetière d'Olifantsvlei, à la périphérie du sud de Johannesburg, les pompes funèbres enterrent de modestes cercueils contenant des cadavres anonymes. 46 corps qui ont passé jusqu'à 3 mois à la morgue sans que personne ne vienne les identifier. Sans cérémonie, les cercueils sont empilés par 3, par 4 dans des trous fraîchement creusés. Une tâche qu'ils entreprennent chaque mois, le nombre des cadavres étant souvent plus élevé. Un sombre rappel de l'échec de l'Afrique du Sud à identifier nombre de ces morts. Dans les morgues de Johannesburg, un corps sur 10 n'est pas identifié. Les familles ne savent pas si ces personnes sont vivantes ou décédées. Elles pourraient recevoir des informations d'amis, etc., des informations contradictoires. Ainsi, les parents ont du mal à surmonter cette perte ambiguë de ne jamais savoir si leurs proches sont réellement morts. Nous sommes dans la plus grande morgue de Johannesburg. Une équipe de médecins légistes volontaires de la faculté de médecine y consacre 2 jours par semaine à la recherche d'indices permettant d'identifier les corps. Ils collectent des données méticuleuses rassemblant des preuves telles que des empreintes digitales, des motifs dentaires, des tatouages, des marques tribales ou des cicatrices distinctives. Mais pour les étrangers sans papier, il est difficile de faire correspondre les données avec les documents officiels. Les principales formes d'identification sont l'ADN, les empreintes digitales et les dossiers dentaires. Vous pourrez alors utiliser vos identifiants secondaires qui sont des caractéristiques générales de l'individu, la couleur de ses cheveux et de ses yeux, sa taille, son poids. La plupart des corps non identifiés à la morgue appartiendraient à des migrants sans papier. Des millions de migrants africains arrivent en Afrique du Sud, l'économie la plus avancée du continent, à la recherche de leur Eldorado. Mais il y a aussi les victimes d'accidents ou de meurtres retrouvées sans carte d'identité dans un pays où le taux de meurtre est l'un des plus élevés au monde, une moyenne de 57 par jour. La Croix-Rouge travaille avec les familles à la recherche de leurs disparus. Leurs enquêtes sont parfois couronnées de succès. Sampinyandao a été perdu de vue il y a 43 ans. Cette famille de migrants zimbabwéens est aujourd'hui réunie. Nous avons immigré ensemble en 1974. J'avais 14 ans. Puis en 1976, je suis rentré chez moi, laissant Sampi ici. Depuis ce temps, je ne savais pas si Sampi a été en vie ou non. Ça fait longtemps, très très longtemps. Des retrouvailles douces amères puisque 2 de leurs proches sont encore sans trace. La famille Ndao espère qu'ils ne figurent pas parmi les milliers de personnes anonymes enterrées chaque année dans les cimetières sud-africains. Au Mali, un entrepreneur a créé une application pour aider les personnes qui ne savent
ni lire ni écrire à commercialiser leurs produits et servir à partir de leur téléphone portable. Appelée Lenali, elle fonctionne avec des instructions vocales dans plusieurs des langues parlées dans le pays, ce qui permet aux petites et moyennes entreprises de l'utiliser facilement. Les détails avec Thierry Kaoré. Voici nos beaux fruits. Nous avons de belles oranges mûres, des pommes et des bananes. Pour nous trouver, allez au 3e pont, vous allez nous voir. Ada Tembeli vient d'envoyer une publicité vocale en langue locale avec des photos de ses fruits mûrs qu'elle a en stock à son emplacement actuel. Et cela grâce à cette application Lenali. Je l'ai installé moi-même parce que Lenali a le bambara, le soninké et presque toutes les langues. Je ne suis pas allée à l'école, donc s'il y a le bambara, je suis évidemment intéressée. Lenali a été développé en 2017 par le docteur Mamadou Gourou Sidibé, un ingénieur en informatique malien. Sidibé a eu l'idée de créer cette application lorsque le gérant d'un magasin lui a demandé de lire un message en français sur l'application Viber. Il a alors quitté sa carrière dans les startups françaises pour travailler sur ce qu'il dit être le seul réseau vocal au monde disponible dans différentes langues d'Afrique de l'Ouest. Si on sait écrire, on met de façon écrite son profil, mais si on ne sait pas le faire, on le dit et puis l'application enregistre. Ensuite, on peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et vraiment tout peut se faire dans l'application sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot. La plupart des propriétaires de petites entreprises au Mali comptaient sur leurs amis, leur famille et le bouche à oreille pour vendre leurs produits. Désormais, ils peuvent aller plus loin et attirer un plus grand nombre de clients via l'application vocale et les réseaux de partage. Depuis que j'utilise Lenali, vraiment mon chiffre d'affaires a augmenté à 5%. Maintenant, je peux faire une vente journalière à 20 motos comme ça. Mais avant, ça me faisait la peine de faire même 5 motos par jour. Selon les Nations Unies, 33% seulement des Maliens savent lire et écrire. Lenali, qui se télécharge gratuitement, est déjà populaire auprès des jeunes et pourrait être une des solutions au problème de l'analphabétisme dans ce pays. Aujourd'hui, il compte plus de 73 500 utilisateurs. Merci Lenali. Fin de ce journal. Demain est un autre jour. Bonsoir.